Valère Sala, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Comment vous allez, Valère? Ça va bien, merci beaucoup. Bonjour aux millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Bonjour à tous mes companélistes que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. Je vous accueille à chaud, hein, Valère. Je voudrais avoir votre analyse sur ce vrai ou faux document qui a failli être lu du côté de la chaîne nationale. Il a donc été intercepté. Ça va dans tous les sens. Vous, en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent? Non, je crois que je vous ai suivi en repérage. On n'a pas besoin de midi à 14h pour comprendre qu'en fait, c'est une atmosphère de fin de règne. Et dans l'atmosphère de fin de règne, on ajoute encore le désordre. Le grand désordre que le chef lui-même organise et entretient depuis le début de son dernier septennat 2018-2025. Et donc, ajouter encore au grand désordre, il faut encore y additionner son état de faiblesse. Son état de faiblesse où il ne tient vraiment plus les rênes de façon complète. Soyons un peu charitables avec lui. Il ne tient vraiment plus grand-chose. Et donc, tout le monde pense désormais qu'il est habilité ou il a la capacité de pouvoir prendre le pouvoir à côté de Paul Biya. Là, je cite de mémoire, je paraphrase de mémoire Jean-Marie Atandbabara dans un de ses ouvrages qui disait qu'il est très difficile de travailler aux côtés du président et ne pas avoir envie de prendre le pouvoir. Très difficile. Mais le sous-jacent de ce qu'il disait, quand vous lisez entre les lignes, bon, vous comprenez que c'est un homme très paresseux. C'est-à-dire qu'il ne sait pas prendre la décision quand il faut la prendre. Il est lent à la décision. Il est lent à la décision. Il est lent même à la sanction. D'ailleurs, on n'a pas besoin de miroir pour le constater aujourd'hui. Tous les scandales, personne n'a été sanctionné jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand vous êtes à côté de lui, il est difficile de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait là où il est là? Est-ce qu'il est conscient qu'il a un pays qu'il doit diriger? C'est Mbara qui le dit, c'est moi qui viens d'ajouter cela comme élément d'interprétation. Vous dites donc que ce qui arrive actuellement, élément de désordre, élément de faiblesse du président, et tout ce que vous pouvez imaginer, ceux qui sont donc à côté de lui se disent, bon, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui qu'on n'a pas pu faire hier? On peut tout faire. Puisqu'il était question pour eux, je l'ai toujours appelé, sur votre plateau et sur beaucoup d'autres, qu'ils ont ils ont convaincu le président de la République qu'un poste de vice-président était important. Mais la raison qu'ils ont mis dans les motifs du document ou de la note qu'ils ont présenté au président de la République pour lui dire que le poste de vice-président important n'était pas la même raison qu'eux avaient à l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont fait comprendre au président que le poste de vice-président est important parce que vous êtes déjà fatigué, ça lui permettra de, votre adjoint, de travailler, de faire ce que vous ne pouvez pas faire. De deux aussi, civilinement, cela vous permettra de choisir librement et tranquillement votre dauphin. Votre dauphin. Oh, ce que lui il oubliait, c'est que... ce que lui il oubliait, il ne voyait pas avant d'admettre cette révolution, je vais dire ça comme ça, révision constitutionnelle, c'est qu'eux, ils savaient qu'ils ne vont jamais accepter qu'ils nomment un vice-président. Parce qu'ils savent que le vice-président que lui il va nommer, ou bien que lui qu'on devrait nommer, ne serait jamais celui que eux, ils voudraient. Ou du moins, ceux qui lui ont proposé la note ne seront pas ceux qui seront sur le décret de nomination du vice-président. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a adopté cela à l'Assemblée nationale, et vous voyez que tout est bloqué. Parce qu'eux, ils n'en veulent pas. Si c'est Paul Biya lui-même qui décide d'écrire un nom sur le décret portant nomination de vice-président, ce ne sera jamais tous ces gens dont vous entendez parler les noms là tous les jours. Et donc, conséquence, c'est qu'eux, ils n'en veulent plus. Et un poste de vice-président suppose aussi, si on nomme, qu'on devra remanier tout le gouvernement. Puisqu'on ne veut pas nommer un vice-président et ne pas accompagner avec les équipes, puisqu'on sait qu'il y a des morts dans le gouvernement. Alors, ils savent que nommer un vice-président, Paul Biya lui-même, ça ne peut pas marcher pour eux. Ce n'est pas une bonne affaire pour eux. Nommer un nouveau gouvernement, ce n'est pas certain que beaucoup vont rester dans le gouvernement. Or, il est bon pour eux qu'eux, ils restent au gouvernement parce que celui qui restera au gouvernement participera certainement au choix de la prochaine transition, au choix du prochain successeur, ou du moins aura voix au chapitre lorsqu'il faudra trouver le prochain président de la République. Donc il est bon que les choses restent en état. Voilà pourquoi nous sommes bloqués aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, lui boit du petit lait parce qu'après le décret, on se rend très bien compte. Moi, je regarde un peu sa façon de fonctionner. C'est vrai qu'il se fait de plus en plus rare. Moi, j'observe le président de la République d'aventure dans ses faits et gestes, mais c'est un peu plus difficile pour moi. Mais je comprends un peu dans la psychologie de l'homme. Il a compris depuis un bon bout de temps qu'il était en danger depuis qu'il a accepté cette révision constitutionnelle. Parce que dans la révision, il est dit clairement que si le président n'est plus là, c'est le vice-président qui monte. Le vice-président achève le mandat. Tout à fait. Il prête serment, achève le mandat. Ça veut dire que dès qu'il y avait nommé le vice-président, ils n'auront plus besoin de lui.
Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça veut dire que, non, c'est pas mon analyse, c'est des logiques légales. Dès qu'il nomme le vice-président, puisque le vice-président peut continuer le mandat, peut se substituer à lui automatiquement. En cas de vacances du pouvoir, prenez toutes les hypothèses de vacances du pouvoir, en cas de vacances. Ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin du président. Ça veut dire que ce soit sa propre cuisine, que ce soit la cuisine de sa propre cuisine, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit, tous veulent faire les salamalek au nouveau vice-président. Il dit, bon voilà, vous pouvez imaginer la suite. Vous comprenez ce que je dis? Donc voilà donc ce que je suis en train de vous dire, que la nomination de vice-président anesthésie même la transition pour le parti au pouvoir. Ils n'ont même plus besoin du RDPC. Puisque si le président, le vice-président peut continuer jusqu'en 2032, dites-moi encore quelle est l'importance aujourd'hui de réveiller, vous appelez ça comment, le bureau politique du parti, tout ce qui est mort dans le parti, tous les organes. Ça ne vaut plus la peine. Vous comprenez? Donc voilà la logique dans laquelle on se trouve. Donc le président, je me dis, dans son état d'esprit, il a compris qu'il est en danger. Donc du coup, on va chuter ça. Alors moi, je voudrais dire que ce document, allons un peu dans la logistique, parce que vous m'avez posé la question sur le document, je suis resté sur l'esprit du document. Maintenant, je suis sur la lettre du document. Le document, quand vous le voyez, il est vrai. Ah bon? Avec tous les sauts. Je vous donne un seul indice. Oui. Je vous donne un seul indice. Oui. Le numéro d'ordre. Décret numéro 203. C'est 203? Celui qui nomme le vice-président. Le premier document. Oui, celui qui nomme le vice-président. C'est 203. Tout à fait. Le dernier document apparent que le président lui-même avait signé, c'était le 202. Oui. Je parle sur le contrôle de ceux qui nous regardent. Ils peuvent regarder la numérotation de ce document. Alors, quelqu'un qui est au quartier, je reste seulement sur le numéro d'ordre. On avait même les scellés authentiques. Celui qui est au quartier, vous pensez qu'il intègre dans son esprit que le dernier décret de cette envergure du président de la République avait le numéro 202 pour qu'il mette le numéro 203 à la suite? Laissez le timbre. Tout le monde peut reproduire le timbre avec l'IA et tout, ainsi de suite. Quand vous regardez le document, vous sentez le nom du petit a été ajouté. Et quand même bien. Le premier nom. Et quand même bien. De la cuisine de sa cuisine. Et quand même bien, c'est un flagorneur, ou du moins un petit blagueur au quartier, comme le disait l'aîné qui est tout à l'heure, qui a vraiment fabriqué cette affaire. Vous pensez qu'il peut oublier 2 de ses noms sur un document que, où lui-même il se nomme? Non. Il peut oublier 2 de ses noms. Vous comprenez ce que je dis? Dans la falsification, ils ont mis le nom et je crois un prénom et quelque chose comme ça. Oh, le gars a au moins deux prénoms et je crois 2 noms, quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand c'est un flagorneur, il se mêle lui-même entièrement pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. La confusion de qui doit être vice-président. Ça, c'est des indices. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai vu un autre nom circuler. Je pense qu'il faut le dire, puisque c'est le nom qui circule. Le nom du directeur adjoint du cabinet civil, je crois. C'est ça qui circule. La cuisine de sa cuisine. Non, moi, je dis ce que tout le monde a vu. D'accord. En tout cas, c'est le nom du directeur. Je ne l'ai pas vu. Hein? Non, moi, j'ai vu le nom du directeur du cabinet civil de la présidente de la République. Non, faites attention. Moi, je pense que voilà un mec qui a été sacrifié. Voilà. Exactement sacrifié. Ça dit que dans une affaire comme cela, je vous donne un indice. Pour trouver les vrais commanditaires. Il est brûlé complètement. Cherchez là où le gars a été pris. Là où le gars est détenu. Il est détenu où? Je vous mets tous au défi. Sauf qui est ici là. Parce que c'est que lui peut savoir. Je vous mets tous au défi. Le gars est détenu où? À la sécurité militaire. C'est quoi? C'est où? C'est quel lieu? On dit c'est la gendarmerie. Faux, professeur. À la gendarmerie nationale. De 2, dans quel service de la gendarmerie? Quel est l'enquêteur ou les enquêteurs qui le suivent? Vous avez entendu un seul écho de ce que ce bonhomme est quelque part et que sa famille même revendique sa disparition ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Rien du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne des indices. Mais dites-moi, quand il partait remettre sa part de décret là, pourquoi là-bas emmener la gendarmerie alors que là-bas, à la CIATV, je crois que c'est la police qui est prégnante. Il y a la police. C'est la police qui est prégnante, ce n'est pas la gendarmerie. À la CIATV, c'est la police qui est prégnante. C'est-à-dire que quand on parle de la sécurité directe là-bas, c'est la police. Pourquoi ne l'avoir pas amené à la police plutôt qu'à la gendarmerie? Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi le ministre de la Communication qui a sauté la semaine dernière pour nous dire comment le président se sent très bien, il n'est pas malade, il n'est pas hospitalisé, une affaire aussi grave comme celle-ci qui concerne aussi le président de la République, n'est pas sorti. Pourquoi il n'est pas sorti? Non, je vous donne des indices. Je vous donne des indices pour comprendre que si vous voulez savoir quel était le nom qui était réellement derrière sur ce document, qui est quand c'est quelque chose, il faut plutôt chercher là où le gars se situe, du moins là il est détenu, et qui tient ceux qui le détiennent, du moins administrativement et politiquement. Interroger le silence de ceux qui le détiennent, de là où il est détenu. Alors c'est un silence très bavard, qui en fait indique clairement
les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc je ne voudrais pas Merci. que les Camerounais pensent que aujourd'hui, quand on parle de ce vrai faux décret, non, c'est un vrai décret. Et je vous laisse le dernier indice, je sors par là. Pourquoi n'avoir pas divulgué le décret portant formation du gouvernement? Puisqu'on dit que le jeune homme portait 2 documents. C'est-à-dire un document qu'il a nommé lui-même, supposément. Le vice-président. Et tout un décret portant nomination de tout un gouvernement. Pourquoi divulguer le décret qui concerne le petit lui-même et ne pas divulguer l'autre décret? Or, quand vous allez consulter, donc, qui est là peut-être vu, le document portant formation du gouvernement, vous allez vous rendre compte que c'est tous les vieux qui reviennent du système qui sont dans le décret le gouvernement. Alors, posez-vous la question, vous pensez que cet enfant-là, il souffre de poubelles tous les jours, de l'eau rouge, des coupures d'électricité, des roues qui ne fonctionnent pas, des nids de poules et tout? Donc il s'assoit dans sa chambre. Il forme un gouvernement et il nomme encore les mêmes amis de Paul Biya dans le même gouvernement. Sans qu'il n'a rien à voir. Vous comprenez donc qu'il y a un souci, monsieur Pafa ici. Merci Valère Roussala. Je passe la parole au professeur Mathias Eric Ouaneng. Professeur, j'ai un problème. C'est à la CRTV qu'on a intercepté ce vrai faux document qui devait être lu. Mais pourquoi la CRTV elle-même n'a pas communiqué? Nous sommes au courant à partir d'un journaliste de RFI, Polycarpe Somba. Parfait, s'il te plaît. Mathias et moi, nous avons traité au Grand Collège de cette information le samedi. Polycarpe intervient en semaine. Ça, je peux vous dire de manière datée que cette information circulait déjà. J'en ai parlé au Grand Collège. Ma question reste posée. Avance. Et merci Roger. Pourquoi la CRTV elle-même n'a pas pris les devants? Monsieur Haïssi, il s'agit d'une affaire sensible. La CRTV ne peut pas en parler n'importe comment. Pour que la CRTV engage cela dans la communication, elle doit avoir les autorisations nécessaires. Et il faut savoir dans quelle situation on se trouve. Une affaire de ce type relève du niveau du président de la République lui-même. S'il ne donne pas de directives, d'orientation, d'instruction, on sait que les gens détestent maintenant les instructions du président. S'il ne donne pas tout cela, vous prenez beaucoup de risques à vous prononcer là-dessus. Bon, professeur, il y a des genres journalistiques. Nous ne demandons pas à la CRTV d'en faire un commentaire, d'en faire une analyse, de pondre un éditorial, donner l'information brute. Un faux document est arrivé, a été intercepté et n'a pas été lu. Pas de commentaire. Non, ce n'est pas n'importe quelle information. C'est-à-dire que pour que la CRTV puisse en parler, il faut qu'elle ait les habilitations nécessaires venant de la très haute hiérarchie, parce que l'affaire est effectivement délicate. Parce que si une affaire comme ça se déroule, même si elle a été interceptée, cela indique évidemment qu'il y a des logiques de spéculation politique, des logiques de surenchère qui sont capables de générer l'incertitude dans le pays. Cela indique qu'il y a dans les réseaux de pouvoir qui sont à la fois inscrits dans l'appareil de l'État et qui bénéficient d'alliances dans différents secteurs de la société, des gens qui veulent mettre en question d'autres gens, qui ne sont pas nécessairement ceux que vous croyez. Ça veut dire que ceux qui sont nécessairement ciblés, ce n'est pas nécessairement celui dont on a mis le nom, que ce soit lui effectivement ou pas, à la place de vice-président. Ça peut être quelqu'un d'autre qu'on veut éliminer en disant, vous voyez, c'est parce que cette personne-là n'a pas pris toutes les garanties pour que ce genre de choses n'arrive pas. Donc, mais ce sont des choses extrêmement dangereuses. Voilà donc pourquoi le président Paul Biya, qui a duré au pouvoir, qui a la longévité, qui a dit ne dure pas au pouvoir qui veut, mais celui qui veut. Qui peut. Mais qui peut. Est-ce qu'on ne peut pas également dire, attendez, voilà également les conséquences d'un pouvoir qui a trop de... je finis. Donc, voilà pourquoi, sachant quels sont les types de risques qui peuvent être générés, il a construit un double mécanisme pour parer à toutes les situations. Parce qu'il sait que si
c'est simplement le mécanisme de l'intérim présidentiel, ça peut créer problème. Si c'est simplement le mécanisme du vice-président, ça peut créer problème. En fonction de la façon dont la configuration de la situation va se faire. Donc, je vous ai dit que les apprentis sorciers sont cernés. Vous les connaissez? Je vous dis que les apprentis sorciers sont cernés. Et ils répondront de leurs actes. Donc, cet acte ne restera pas impuni. Je vous dis que les apprentis sorciers sont cernés. Et ils répondront de leurs actes. Professeur Edmond Bilois, Valère Bessala a dit quelque chose tout à l'heure qui mériterait peut-être une réflexion profonde lorsque nous prenons le texte qui a été validé du côté de l'Assemblée nationale, ce texte qui institue donc le poste de vice-président. On peut quand même constater qu'en cas de vacances, c'est le vice-président qui devient le président de la République. Il prête d'ailleurs serment et il achève le mandat en cours. Alors, vu sous cet angle-là, nommer un vice-président, tout de suite, est-ce que ça ne peut pas aiguiser un certain nombre d'appétits au niveau des différentes parties? Bon, c'est sûr que la nomination d'un vice-président ne peut pas passer inaperçue. Parce que, logiquement, ça ne pourrait plus être comme avant. Mais en même temps, le système aurait toujours besoin de Paul Biya, parce que si le président Paul Biya nomme un vice-président et que les gens veulent se débarrasser immédiatement du président Paul Biya, ça peut déstabiliser le régime. Donc le régime aura besoin du président Paul Biya, au moins pendant quelque temps, pour assurer la stabilité et la continuité du régime. Parce que la personne X, alors, qui serait on va aller terre à terre. Hein. Vous dites qu'on aura encore besoin du président pendant un moment. Pour l'instant, si un vice-président est nommé au moment où vous et moi nous parlons ici, il restera encore 6 ans. C'est ça. 6 bonnes années. Dans on le mandat. pourra encore maintenir le président pendant combien de temps? Ben écoutez, la nomination du vice-président ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que le président va quitter le pouvoir tout de suite. Le président peut bien aller presque au terme de son mandat, sauf si une catastrophe naturelle survient. Mais si les gens pensent que après la nomination du vice-président, ils n'auront plus besoin du président Paul Biya, je pense qu'ils se trompent. Ils se trompent. Parce que, ne serait-ce que pour la continuité et la sécurité du système, n'est-ce pas? On ne peut pas nommer un vice-président le 29 juin et le 1er juillet, le président Paul Biya est parti. Ça veut dire que le vice-président serait fragilisé. Est-ce que le vice-président nommé si rapidement et le président Paul Biya parti si rapidement, est-ce que le vice-président serait sécurisé dans sa fonction de vice-président? Donc on aura, à mon sens, c'est ce que moi je pense ne pense pas que il soit dans l'intérêt des Camerounais que le président Biya disparaisse immédiatement après la nomination du vice-président. Disparaisse au propre comme au figuré. C'est-à-dire que s'il était plus capable d'orienter, de conseiller, de prendre des décisions au plan sécuritaire, moi j'ai l'impression que le Cameroun serait dans une insécurité incroyable. Très bien, merci.